donc vraiment on le remercie de tout cœur. Alors c'est toujours... C'est toujours très difficile de tenter de résumer la vie de Jean-Marie Pelt, tant il a fait de choses et écrit de livres. On essayait de faire le compte tout à l'heure, mais lui-même, il a perdu le fil. Donc, il ne savait plus, c'était 44, 47, enfin voilà. Alors, je vais essayer quand même de le faire en quelques mots. Donc, Jean-Marie Pelt est un pharmacien agrégé de formation et c'est donc un botaniste et un écologiste scientifique de renom. Il a été tout d'abord professeur de biologie végétale et il a fondé ensuite en 1978 l'Institut européen d'écologie qu'il préside encore aujourd'hui et il a enseigné la botanique et la pharmacologie à l'université de Metz. Ambassadeur de l'Union européenne pour l'environnement, il est également cofondateur du CRIGEN, donc le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, qu'il a cofondé donc avec Corinne Lepage et Gilles-Éric Serralini. Et il est l'auteur, donc je le disais, de nombreux ouvrages traitant de la nature et de l'écologie. Et donc je ne peux pas tous les citer évidemment, mais pour ne citer donc que les tout derniers, donc après nous le déluge, qu'il a écrit avec Gilles-Éric Serralini, qui est paru en 2006, Sévère et sa marche, paru en 2007, et le dernier né, Nature et spiritualité, paru en 2008. Mais Jean-Marie Pelt, c'est aussi... et avant tout un homme de terrain et un citoyen engagé qui inlassablement parcourt les routes de France pour aller à la rencontre des citoyens et puis échanger avec eux, les sensibiliser sur les urgences écologiques d'aujourd'hui. Jean-Marie Pelt va nous parler ce soir donc de l'ethnobotanique, savoir d'hier, médecine de demain, pardon. Merci à nouveau de l'accueillir. Bonsoir chers amis, vous êtes venus nombreux, on redoutait la concurrence du foot. Voilà, la concurrence n'a pas été fatale à cette rencontre, mais au fond je le comprends bien parce que une rencontre ici, ça a une valeur particulière. Vous savez, tout ne se vaut pas. On pourrait croire en regardant la télé que toutes les excentricités de toute nature se valent, mais tout ne se vaut pas. Et une conférence ne vaut pas forcément une autre. Et quand on est accueilli par Botanique, on se trouve bien accueilli dans les fleurs et en famille de cœur, en famille d'esprit, parce que je suis très attaché à cette entreprise qui, dans le domaine du développement durable, est ce qu'on fait de mieux. Alors j'en vois d'innombrables entreprises. Je parcours... la francophonie, j'étais en Allemagne la semaine dernière, c'est très rare qu'il y ait des convictions très fortes. Et lorsqu'il y a des convictions très fortes et une volonté forte, on peut être dans le domaine du développement durable très bon. Et je prends souvent l'exemple de cette entreprise-ci. Je l'ai pris hier à Nantes devant un parterre de 300 chefs d'entreprise qui me demandaient des exemples. J'ai dit, j'en ai un, voilà, très bien. Et j'ai dit, je vais les voir demain. Et je me réjouissais de venir ici. Alors, on avait prévu de parler des plantes médicinales et de la thérapeutique par les plantes, qui est mon premier domaine de spécialisation, puisque j'ai fait mon agrégation dans ce domaine-là. Il y a très longtemps, c'était en 1961, et après j'ai enseigné cette discipline à la faculté de pharmacie de Nancy. Mais je ne commencerai pas par une longue historique, nous allons commencer par une réflexion sur les OGM. Vous avez évidemment noté que le 11 janvier dernier, le gouvernement français a activé la clause de sauvegarde pour que le maïs ça veut dire Monsanto 810, ne soit pas cultivé en France cette année. Et donc c'est retourné vis-à-vis de l'Union européenne avec un dossier fondé sur des publications scientifiques récentes qui montraient les problèmes que posait ce maïs en ce qui concerne l'environnement et en ce qui concerne la santé. Alors on a dit, quelle victoire pour l'opinion publique,
puisqu'en gros, 75% des Français sont hostiles aux OGM, en tout cas aux OGM actuels, qui ont le défaut de contenir tous des traces de pesticides et de ne pas apporter un plus dans le domaine de la consommation et surtout dans le domaine de la qualité des produits que l'on consomme. Mais ce n'était pas une vraie victoire, parce qu'ensuite il y a eu un débat à l'Assemblée nationale pour mettre dans la loi française une directive déjà ancienne de l'Union européenne. Et ce débat était très intéressant, parce que Mme Kosciusko-Morizet a accepté l'idée qu'il puisse y avoir des espaces sans OGM. Or, quand on dit dans le premier article de la loi que la loi va permettre de produire et de consommer avec ou sans OGM, ça ne veut rien dire, parce que si les deux sont mélangés, tout sera OGM, évidemment, parce qu'on ne peut pas gérer la mobilité des insectes pollinisateurs et du vent qui porte le pollen, et qui porte donc le pollen des plantes OGM vers des plantes non OGM, du maïs OGM au maïs non OGM. Du colza OGM à la ravenelle et à la moutarde des champs non OGM, etc. Alors cette idée était une très bonne idée, qui est des espaces qui soient sans OGM. Donc le gouvernement a accepté cet amendement, qui a d'ailleurs été déposé curieusement par un député communiste, qui a été saisi par la grâce. Et alors ça a provoqué un remue-ménage extraordinaire. Et une belle majorité de députés et de sénateurs ont dit il faut qu'on recoule cet amendement. Or, le président de la République a dit non. On va le garder, on va être fidèle aux idées du Grenelle et on va garder l'amendement. Eh bien, il n'a pas été suivi, malgré le fait que plusieurs députés UMP, dont le nôtre de Metz, François Grosdidier, que nous avons converti de longue date. Tout Metz est converti. Le maire est un hyper-écolo, le député est un hyper-écolo aussi, et le président du Conseil général aussi. Alors voilà, on en a de la chance. Ils ont mené une bataille assez rude à l'Assemblée nationale, et puis ils ont perdu. Cet amendement a été trafiqué, et donc le lobby pro-OGM a gagné. Si je prends cet exemple pour démarrer, c'est pour vous montrer cet étrange décalage qu'il y a entre l'opinion publique et puis ce qui se passe à l'Assemblée. Et ceci m'amène maintenant à mon propos concernant la plante médicinale. Pour les thérapeutiques à base de plantes, il se passe exactement la même chose. Nous assistons, nous dont ça a été le premier métier, et qui est toujours ma spécialité selon mon cœur, au lent mais efficace démembrement de toute possibilité pour le commun des mortels de se soigner par les plantes, alors même que la vague écologique très forte, bien sûr en ce moment, vous le savez bien, va dans le sens inverse. D'après plusieurs sondages, de plus en plus de Français voudraient pouvoir se soigner par les plantes, et le ministère de la Santé, tenu actuellement par une pharmacienne, donc une confrère, mais qui n'est pas responsable, pas entièrement responsable en tout cas de cette évolution, ne cesse de rendre impossible de telles pratiques en déremboursant systématiquement les médicaments à base de plantes. Alors, en 2006, on a déremboursé les sédatifs à base de plantes, c'est-à-dire des médicaments comme Euphyto, Spasmine et toute une série de médicaments qui étaient très très consommés parce que c'était des sédatifs légers qui ne provoquaient pas d'accoutumance et qui n'avaient pas d'effet secondaire. On les a déremboursés et il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que les gens se sont reportés sur les médicaments chimiques, les anxiolytiques chimiques, dans toute cette série de molécules que vous connaissez bien, le Lysanxial, Temesta, etc., dont la consommation a augmenté. Nous sommes le premier pays du monde pour la consommation de ces médicaments. Mon pharmacien m'a dit ce matin qu'elle montait très fort en ce moment. Il m'a dit, vous savez pourquoi? J'ai dit non, mais expliquez-moi. Mais il m'a dit, c'est pas compliqué. Plus on réforme, plus il y a de gens insécurisés, plus on vend Temesta.
Ah, j'ai dit, moi, je n'avais pas pensé. Bon, ça, je n'avais pas pensé. Mais il y a un tel ramdam dans le pays que toutes les professions se sentent assis à côté de leur chaise, comme si j'étais assis là, vous voyez. Ils ne savent plus ce qu'ils feront demain. Donc, ils sont très angoissés et ils consomment ces psychotropes en masse. Et donc, nous sommes sans aucun doute le premier pays dans ce domaine du monde entier à consommer de ces médicaments chimiques qui ont des effets secondaires à terme puisqu'ils agissent négativement sur la mémoire. Janvier 2008, là, on dérembourse les vénotropes, c'est-à-dire toute une série de plantes qui ont comme particularité de soigner les jambes lourdes et les hémorroïdes. C'est souvent ce qui se passe pour les gens qui travaillent toute la journée debout, sans circuler beaucoup, comme les coiffeurs par exemple. Bon, c'était des plantes, le marron, la vigne rouge, toute une série de plantes, le cyprès, etc., déremboursées. Mais là, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il n'y a aucun médicament chimique qui peut les remplacer. Alors on a dit, on va chercher de nouveaux médicaments de synthèse qui les rembourseront, qui les remplaceront. Mais ces nouveaux médicaments qu'on va rechercher coûteront beaucoup plus cher. Donc il n'y avait aucune raison logique, sauf qu'il faut faire tout son possible pour des raisons, j'expliquerai tout à l'heure, pour qu'on ne prenne plus de médicaments à base de plantes. Et puis les nouvelles molécules qu'on trouvera, il faudra les breveter, raison plus pour que ça coûte évidemment plus cher. Continuons, nous regardons la télévision, et puis nous voyons à la télé qu'on explique aux gens qu'il ne faut pas qu'ils prennent d'antibiotiques. Parce que dans la plupart des maladies ordinaires de refroidissement ou de grippe ou de rhinite, ces maladies sont portées et causées par des virus et que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Et que sur les bactéries, ils sont d'autant moins efficaces qu'on les utilise de plus en plus parce que les bactéries deviennent résistantes. Et il y a actuellement des gens qui font des infections bactériennes graves, surtout dans les hôpitaux, parce qu'ils sont atteints par des bactéries comme le staphylocoque doré multirésistant. Aucun antibiotique ne fonctionne plus et ils meurent. C'est arrivé à une personne que je connais il y a 3 semaines, dans un hôpital de Metz. C'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. On a eu tort d'utiliser, comme on les a utilisés, l'antibiotique, et on a raison de faire attention maintenant, mais il est tard. Il est déjà très tard parce que beaucoup de bactéries sont devenues multirésistantes à la plupart ou à la totalité des antibiotiques. Donc on a tout à fait raison de dire moins d'antibiotiques. Mais alors paradoxalement, en même temps, on dérembourse les médicaments végétaux qui peuvent remplacer les antibiotiques, c'est-à-dire pour l'essentiel les essences. Alors ça, c'était les suppositoires à l'eucalyptol et tous ces petits médicaments de confort, dit-on, qu'on administrait aux enfants quand ils avaient une infection, et puis qui marchaient bien. Pourquoi marchaient-ils bien? Parce qu'ils étaient antiseptiques, bactéricides, donc ils attaquaient avec efficacité les bactéries, mais surtout parce que les bactéries ne peuvent pas devenir résistantes à ces substances dans la mesure où elles sont constituées d'une myriade de molécules différentes, et évidemment une bactérie ne va pas muter 100 fois pour s'adapter successivement à chaque substance. Donc le totum, qui est l'essence végétale obtenue par distillation d'une plante odorante, reste efficace pendant toujours sur les bactéries. Eh bien, paradoxalement, on les a déremboursés aussi. Alors voilà 3 exemples extrêmement intéressants où on constate que les décisions vont à l'encontre des effets recherchés. Pour des médicaments déremboursés, il n'y a parfois pas de substitut, alors c'est le cas des vénotropes, ou bien quand il y a des substituts, c'est des substituts chimiques plus dangereux en ce qui concerne les effets secondaires, et c'est le cas des anxiolytiques végétaux. Alors maintenant la cause. Pourquoi diable y a-t-il cet acharnement à couler ma spécialité et ma discipline? Oh, je dirais que c'est une très vieille histoire.
quand j'ai passé l'agrégation en 61, on nous a dit c'est la dernière agrégation où il y a une option plante médicinale. Plante médicinale, c'est pas que les tisanes, hein, c'est les grands poisons végétaux, c'est la digitale, la belladone et plein d'autres. On nous a dit parce que les médicaments chimiques vont remplacer les plantes. Alors ça ne s'est pas produit, la discipline existe toujours et elle fait toujours l'objet d'une option en agrégation, mais cette idée persiste, que c'est pas bien les plantes, que ce qui est bien, ce sont les molécules de synthèse, parce que ces molécules de synthèse ont un SMR élevé. Qu'est-ce que c'est que le SMR ? C'est le service médical rendu. Disons, elles agissent fortement, plus fortement que les plantes. Enfin, ça dépend quelle plante. Celle que je viens d'évoquer, la digitale ou la belladone, vous tue sec en moins de temps qu'il faut pour des roufs. Donc elle est extrêmement efficace et donc utilisée à des doses très très faibles, sous forme de la substance active et pas sous forme de la plante entière. Et la plupart des médicaments de synthèse sont en effet très efficaces. Et c'est pourquoi ils ont la faveur des spécialistes de pharmacologie qui aiment bien tester une molécule simple et pas un mélange de molécules. Les extraits végétaux, c'est des mélanges de nombreuses molécules. Notre corps est formé de millions de molécules. Une plante est formée de millions de molécules. Donc ce sont des mélanges complexes. Et les pharmacologues n'aiment pas beaucoup ce qui est complexe. Et ils ont une position assez univoque. Ils veulent étudier une molécule seule pour voir à quel endroit de l'organisme précis elle agit, avec cette idée, une molécule agit exactement à tel endroit, sur un récepteur biologique, exactement comme une clé, ne rentre que dans une seule serrure, celle qui est faite pour elle ou celle où la clé est faite pour la serrure. Et ça, c'est l'approche dominante du monde dans lequel nous vivons. C'est l'approche unifonctionnelle, univoque. Alors c'est tout à fait pareil pour les gènes. On vit encore avec cette idée qu'un gène détermine une fonction. Il y a un gène qui fait que vos yeux sont bleus ou bruns. Il y a un gène qui fait ceci, un gène qui fait cela. Et c'est ce qui est à la base de toute la pensée qui mène à la thérapie génique dont on célèbre la gloire à Jacques Téléthon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour des tas de raisons, ce n'est pas le sujet ce soir. Si vous avez une question, je répondrai pourquoi ça ne marche pas. Mais enfin, ça ne marche pas. Bon, mais on a cette approche qui est fondamentalement univoque. Et cette approche univoque, où l'on a une vision du corps qui serait comme une sorte d'usine où on remplace une pièce précise, est très efficace dans de nombreux cas, et je me garderai bien de la critiquer, parce que c'est la base même de la médecine qui a fait des progrès considérables. Mais elle n'est pas efficace dans tous les cas. Elle n'est pas efficace pour, par exemple, traiter les dérèglements psychosomatiques, les stress, toutes ces pathologies vagues, la fibromyalgie, les angoisses, tout ce qui est le fruit du monde dans lequel on vit, qui est un monde d'agitation et d'insécurité permanente. Et pour tout ça, ces thérapeutiques-là ne marchent pas très bien. Elles ne marchent pas bien non plus pour soigner les pathologies liées à la pollution chimique et électromagnétique de l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens vont voir des naturopathes et ont recours aux médecines parallèles qui ont actuellement un très très grand succès et qui, elles, fonctionnent généralement à l'inverse avec des plantes. Ces thérapeutiques parallèles, l'homéopathie, que nous devons à l'Union européenne, qui est en deuil ce soir, mais sans l'Union européenne, il n'y aurait plus d'homéopathie en France depuis très longtemps, la médecine chinoise, la naturopathie, la phytothérapie, enfin toutes ces thérapeutiques qui ne sont pas remboursées et qui ne sont pas souvent prescrites ou pas seulement prescrites par des médecins,
connaissent une très grande faveur dans le public, sont toujours à base de plantes et ont deux points communs. Le premier point commun, c'est qu'elles sont violemment condamnées par l'Académie de médecine. Et le deuxième point commun, c'est qu'elles sont violemment plébiscitées par l'opinion publique. Et on retrouve de nouveau le décalage de tout à l'heure entre, disons, la France d'en haut, comme disait un Premier ministre que vous connaissez tous, et puis la France d'en bas. Alors, nous retrouvons par conséquent ce même décalage que nous trouvons d'ailleurs aussi dans l'enseignement universitaire. Je pense à ce jeune homme que je voyais à une conférence à Cannes, c'était il y a 1 an et demi, qui, comme d'innombrables autres, viennent me demander après les conférences, moi je voudrais faire votre métier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme étude? Alors je leur dis la biologie. Et puis alors je les revois 2 ans après, 3 ans après, ils reviennent à une conférence, ils disent « Ah, monsieur, il ne fallait pas me faire biologie, on ne fait que débattre. » Bon. Alors j'ai dit « Vous faites quoi encore ?» Eh bien, la biologie moléculaire. Je suis d'accord, oui. Et les insectes, les plantes, on n'en parle jamais. Bon, alors voilà. Alors donc, il faut que vous sachiez que les plantes ont quitté les universités et les instituts de recherche. Dans notre pays, plus aucune institution universitaire n'enseigne la botanique. Mais la botanique n'est pas morte, puisqu'elle s'est réfugiée dans les associations, dans les jardins, qui sont de plus en plus à la mode, dans les fêtes des plantes, il y en a partout, dans toute la France à répétition, ce qui n'était pas le cas du tout il y a 30 ans. Et puis elle s'est réfugiée ici, naturellement, ça s'appelle botanique avec un C, mais c'est un monde de plantes. Alors les plantes ont donc quitté l'enseignement officiel et se sont reconverties ailleurs. Ça pose des problèmes qu'il ne faut pas sous-estimer. Quand je vois comment on vend des médicaments sur Internet avec des allégations santé qui ne sont pas prouvées, quand je vois comment des médicaments suspects viennent de l'étranger sur le dit Internet, quand on voit l'incertitude des circuits et des contrôles, bon, c'est pas très bon. C'est très embêtant qu'il n'y ait pas une approche scientifique rigoureuse de ce monde des plantes parallèles, qui d'ailleurs se développe d'autant mieux que le monde officiel, pour les raisons que je viens d'évoquer, ne les prend pas en considération. Donc on est dans une situation de relatif porte-à-faux, et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours, à l'Institut européen d'écologie à Metz, développé une approche scientifique de laboratoire des plantes utilisées par les grandes traditions thérapeutiques du monde entier. Il faut savoir aussi que nous ne sommes que 20%, c'est très peu de monde, à aller voir un médecin et un pharmacien quand nous sommes malades, parce qu'il y a 80% de terriens qui ne verront jamais un médecin et jamais un pharmacien, soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'il n'y en a pas, et qui ont recours aux thérapeutiques parallèles prescrites par des tradipraticiens que nous appelons, nous, des guérisseurs. Donc c'est important d'essayer de regarder ce que prescrivent les dits guérisseurs. Et il est intéressant de constater que l'ONU, que sur ce plan nous avons pas mal secoué, il faut bien le dire, j'étais souvent, a fini par considérer que ces approches thérapeutiques avaient de la valeur, devaient être encouragées, devaient être aidées, devaient être prises en considération par les scientifiques contemporains. Et nous sommes de ces rares scientifiques qui nous sommes intéressés à ce qui se fait dans les sociétés traditionnelles. Ça s'appelle l'ethnopharmacologie. Il faut des ethnologues et il faut des pharmacologues pour l'approche de toutes ces plantes utilisées dans le monde entier. Nous avons travaillé beaucoup sur l'Afghanistan, où on a étudié les plantes médicinales. On n'a pas trouvé grand-chose d'ailleurs parce que c'est le vieux fond de la médecine grecque. Les hommes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ
ont été jusque là-bas, ils se sont arrêtés à l'Indus. Beaucoup de Grecs sont restés en Afghanistan, de sorte que les guérisseurs afghans s'appellent des médecins grecs. Et nous avons retrouvé le vieux fond de la médecine grecque, qui est le vieux fond de notre médecine à nous. Donc nous n'avons pas été dépaysés, nous avons retrouvé pratiquement toutes les plantes que nous connaissons ici sur une flore à peu près parallèle, enfin assez semblable. Nous avons aussi expertisé de la même façon les plantes du Yémen. Là, c'était déjà tout à fait différent parce que là, il y a des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs au monde. C'est ce qu'on appelle un endémisme fort. C'est l'Arabie verte, que les anciens appelaient l'Arabie heureuse. Et nous avons vu que ces guérisseurs du Yémen, mon collègue Jacques Florentin qui a fait ce travail pendant ces 2 ans en coopération, en a vu près de 300, c'est-à-dire pratiquement tous, ces guérisseurs utilisaient beaucoup de plantes qui n'existent que là. Et donc nous sommes particulièrement intéressés à ces plantes-là qui n'avaient jamais été regardées par personne. Et quand il est revenu, Jacques, pour faire sa thèse, on a donc décidé d'une thèse en 2 volets. Un volet pour le travail de terrain qu'il avait fait, où il avait noté le nom du guérisseur, le nom des plantes utilisées, identifiées au muséum, et puis les maladies pour lesquelles on utilise ces plantes. Et alors il m'a dit c'est très drôle parce qu'ils m'ont tous dit la même chose à propos de 2 plantes, toutes les 2 endémiques, donc inconnues de la thérapeutique moderne. Alors ils prétendent que quand on mélange ces 2 plantes, c'est très bon pour le foie. Mais ils disent que si on les prend seules, c'est pas bon du tout. J'ai dit ça m'intéresse beaucoup, parce que nous travaillons au laboratoire sur les médicaments dits bons pour le foie, c'est-à-dire qui permettent au foie de détoxiquer les molécules négatives, qui viennent d'ailleurs de l'alimentation ou de l'environnement. Donc nous avions tous les tests pharmacologiques sur les animaux de laboratoire, sur les cellules, sur les tissus, etc. Nous avions des batteries de tests. Et on a donc expertisé les 2 plantes. Alors ça s'est passé comme avaient dit les guérisseurs. C'est-à-dire un extrait d'une plante ou un extrait de l'autre plante, on avait beau les mettre à n'importe quelle dose, ça donnait aucun effet du tout. Si on intoxiquait le foie par des barbituriques, on ne diminuait pas du tout le niveau d'intoxication. Mais quand on les a mélangés tous les 2, même à des doses très très faibles, ça marchait admirablement bien. Nous avions vu d'ailleurs des phénomènes analogues pour le fonctionnement de l'artichaut, qui est un médicament du foie, c'est le cofitol. Et donc, voilà, les guérisseurs savaient ça. Alors on se demande comment diable les guérisseurs ont-ils pu savoir ça, puisqu'il n'y avait aucune expérimentation pharmacologique naturellement à la base de ce savoir. Et ceci a beaucoup attiré notre attention sur la science de ces guérisseurs, sur la compétence de ces guérisseurs. Alors nous avons étudié 20 plantes venant de toutes sortes de traditions, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Nous avons testé, et alors on s'est aperçu que 15 de ces plantes étaient très efficaces. Donc ça montrait bien que ces braves gens qui ne pouvaient pas avoir recours à la médecine contemporaine, moderne, avaient bien raison d'avoir recours aux guérisseurs, et que ces guérisseurs étaient généralement fort compétents. Alors parfois il y avait des erreurs, mais dans la médecine moderne aussi il y a parfois des erreurs. Il y avait une erreur en particulier sur une plante de Guadeloupe, parce qu'à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on nous avait dit qu'ils suspectaient une plante d'intoxiquer le foie. Nous avons beaucoup travaillé sur le foie, d'intoxiquer le foie. Alors ils nous ont montré la plante, donc on l'a reconnue, c'était une plante tout à fait banale de la flore locale. Nous l'avons testée au laboratoire, oui, c'était catastrophique. Et nous avons monté avec Radio France Outre-mer, RFO, un spot qui est passé plusieurs fois à la télévision pour expliquer aux gens qu'ils ne devaient pas prendre cette plante-là, que c'était une plante dangereuse. Et ça a très bien marché, parce qu'on a fait 3 campagnes successives, avec chaque fois plusieurs spots. Puis quand on est retourné 2 ans plus tard,
les médecins de l'hôpital, les mêmes, nous ont dit ça a été efficace, alors on a peu d'intoxication. Donc il peut y avoir des erreurs. Et ceci parce que l'erreur est humaine et rien n'est parfait en ce bas monde. Mais globalement, on peut dire que l'approche des guérisseurs est une approche intéressante en bien des cas. Alors, comme Jacques avait été au Yémen et que moi j'avais été en Afghanistan, on commençait à avoir fait un peu le tour de ces médecines. Et moi j'aimais bien passer à autre chose quand je crois avoir fait le tour de quelque chose. Et j'avais un ami qui était à l'agence France Presse en Afrique, j'étais plusieurs fois chez lui, et je me suis mis à m'intéresser aux plantes médicinales de l'Afrique. Alors là, c'était immensément plus compliqué que l'Afghanistan, c'était plus le fond grec, c'était un fond de plantes tout à fait différents, qui sont les plantes africaines, les plantes tropicales. Puis ça m'a beaucoup plu. Et puis comme mon ami m'a raconté des histoires extravagantes sur les vaudous, je me suis dit, tu vas étudier les plantes que utilisent les vaudous. Alors j'ai commencé à regarder d'un peu plus près les vaudous, mais du dehors. Oh, puis j'ai vite compris que je ne ferais pas un pas de plus en avance sans être intronisé dans ce monde mystérieux par un guide. Alors, au lieu de chercher les plantes, j'ai cherché le guide. Et je suis tombé sur un ethnologue français, Pierre Verger, qui était directeur de recherche au CNRS et qui était l'éminent spécialiste du vaudou. Et donc, avec ce Pierre Verger, nous avons concocté un certain nombre de projets. Puis je suis revenu à Metz. Et j'ai rien trouvé de mieux à faire que d'être élu premier adjoint de la ville de Metz, ce qui a été pour moi une catastrophe sans précédent, mais c'était pour faire mon devoir. Alors j'ai donc fait mon devoir. J'ai été élu premier adjoint le dimanche matin à 10h, et le dimanche soir à 10h, j'étais dans l'avion pour retourner à Cotonou, pour m'enfuir au plus vite. Courage fuyons. Après, je me suis petit à petit adapté à ma fonction, et nous avons fait quand même plutôt du bon travail. Mais ça m'embêtait de ne pas pouvoir suivre ce projet de détecter les mystères du vaudou. Je suis retourné avec une équipe de France 2 pour faire un film scientifique sur la médecine vaudou, à l'époque extraordinairement héroïque où les films scientifiques passaient à 20h30, c'était l'ancienne télé. Et alors nous sommes arrivés à Cotonou, au Bénin, et là nous avions un projet extraordinaire. Alors quel était le projet ? Alors, le projet, c'était de montrer comment les vaudous fabriquent un zombie. Et nous devions donc pouvoir filmer tout le processus qui fabrique un zombie. Alors d'abord, il faut qu'il meure, le bonhomme, avant d'être un zombie. Enfin, il ne meurt pas complètement, mais il est en catalepsie, il est comme mort. Donc il était prévu que le mort devrait être examiné par un médecin qui aurait dit il est mort. Parce qu'un médecin ne peut pas faire la différence entre une catalepsie très avancée et la mort. Parce qu'on ne respire plus, le corps bat plus, on est blanc comme un linge, donc ça, le médecin ne fait pas la différence. Et puis après, on aurait assisté à la résurrection. C'était quand même beau pour la télévision. Mais le Pierre Verger a négocié laborieusement tout ça. Et puis, nous n'avons reçu finalement des grands maîtres vaudous qu'une séance de consolation. Ils n'ont pas voulu qu'on filme la scène, bien que ça avait été négocié avant. Ils ont changé d'avis. Et puis, ils nous ont fait un lot de consolation qui, quand même, était un événement extraordinaire. C'était la fin de l'initiation des futurs sorciers vaudous. Bon, je n'oublierai jamais ça parce que c'était une chose inouïe. J'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. C'était dans une forêt, la nuit. C'était des jeunes et même des enfants avec toutes sortes de marques dans la figure qui ont été se poster devant des pots en métal dans lesquels il y avait de l'huile. Et alors, il fallait que ce pot chauffé, que l'huile s'enflamme.
Et quand l'huile s'enflammait, la sorcière était effrayante, c'était effrayant. Là, il y avait le tam-tam, enfin, il y avait une ambiance extraordinaire. La sorcière dédiait ce jeûne à une divinité vaudou. Seulement, voilà, dans le système d'initiation, il ne faut pas être le dernier. Le dernier, personne ne l'a voulu. Aucun orisha, c'est-à-dire aucune divinité n'a voulu de lui. Alors donc il faut qu'il meure. Moyennant quoi, il n'y avait plus que 2 pots. L'un des 2 donc allait être condamné. Puis il y a un pot qui s'est enflammé. Alors tout autour, il y avait les gens en extase, en transe, des danses de possession, ils se roulaient par terre. C'était vraiment un spectacle inouï. Vraiment, qu'on a filmé. Et puis il y avait le dernier, qui était un petit garçon qui restait devant son pot, qui ne s'est pas allumé. Et là, ça a été pire, parce que ses parents ont poussé des hurlements, l'ont pris dans les bras, la sorcière l'a récupéré. Et j'ai mis mon journaliste qui était avec moi, et Verger aussi, m'ont dit, voilà, il est condamné, ils vont le tuer maintenant. Parce qu'il y a encore des meurtres rituels en Afrique, mais même maintenant encore. Donc on a filmé ça, mais moi j'ai vu ça, donc c'était terrible. C'était conforme à ce que, quand j'étais petit, dans la France d'autrefois, on disait le paganisme, les païens, avec des divinités tordues, avec des démons, avec des phénomènes sataniques, mais c'était ça. Seulement voilà, j'avais vu comment ils étaient initiés, j'avais le nom des plantes qu'on leur donnait. Alors c'était un cocktail détonnant, parce que Verger avait noté les plantes, je les ai fait ensuite identifier au muséum, c'était un mélange assez effrayant. Seulement je n'avais pas vu, moi, comment on met les gens en catalepsie et comment on les ressuscite. Alors on est revenu avec un film intéressant, c'était une expérience que je n'oublierai jamais, mais j'étais resté sur ma faim. Plus question pour moi d'y retourner, parce que mon travail à Metz m'a dévoré totalement. Et puis, 10 ans après, un collègue du Muséum d'histoire naturelle de New York, qui s'appelle Dawis, a découvert le secret de la fabrication d'un zombie. Alors ça se passe de la manière suivante. C'est un personnage qui s'appelle Narcisse Clervius, qui à Haïti raconte comment il est devenu zombie. C'était dans les journaux. Et donc ce professeur du muséum a été alerté et a foncé à Haïti et a interviewé le gars. Et le gars lui a dit, oui, la mémoire m'est revenue. Alors personne n'a compris pourquoi la mémoire lui était revenue, moi elle lui était revenue, et il m'a dit, on m'a tué, je suis mort. Alors on m'a mis dans un cercueil, puis je voyais qu'on me mettait dans le cercueil, oui, c'est la bilocation classique de toutes les expériences near-death, c'est-à-dire proches de la mort, ces fameuses expériences que connaissent les gens qui ont des comas profonds à la suite d'un accident, par exemple. Il a donc assisté à son enterrement, il a vu les gens qui pleuraient autour de lui, il a vu qu'on a fermé le cercueil, il a pris un clou du cercueil dans la joue, donc il avait une cicatrice, puis après il a entendu beaucoup de bruit, il a pensé que c'était qu'on l'enterrait, puis il n'a plus rien entendu du tout. Et puis, on l'a déterré. On l'a emballé dans une couverture, on l'a sorti du cercueil, on l'a mis dans un camion, puis on lui a donné quelque chose à boire. Puis après, il ne se rappelait plus de rien du tout. Sauf qu'il avait travaillé dans une plantation de canne à sucre. C'est ce qu'il a raconté à Davis. Et Davis était assez ethnologue et pharmacologue à la fois pour remonter à la source du processus. Et il s'y est pris avec beaucoup d'habileté, je dois dire. Enfin, il a réussi à savoir comment il s'était pris. Alors ça marche de la manière suivante. On repère un gars, il est destiné à aller travailler dans une plantation à 500 km, donc on ne le retrouvera plus jamais.
d'autant plus qu'on croit qu'il est mort, puisqu'on l'a enterré. Alors, à ce personnage, on s'arrange pour lui faire absorber, au cours d'un repas généralement, un poison. Ce poison, ce sont une toute petite quantité de viscères d'un poisson, le poisson globe. Et les viscères de ce poisson contiennent un poison qui s'appelle la thérodotoxine, qui est un effroyable poison, mais comme ces gens sont d'extrêmement brillants toxicologues, ils donnent exactement la dose qui fait que le type n'est plus ni mort ni vivant, il est entre les deux. S'il y avait une dose un tout petit peu plus forte, le type meurt. Et si la dose n'est pas assez forte, eh bien, il ne rentre pas en catalepsie. Donc avec cette dose précise, l'individu tombe en catalepsie, c'est-à-dire qu'on croit qu'il est mort. Il ne respire plus, son cœur est arrêté, et il a la pâleur cadavérique classique, donc on croit qu'il est mort. Et je le répète, un médecin croit qu'il est mort, donc on l'enterre. Ensuite, quand on va le rechercher, alors on lui donne une potion cette fois-ci, qu'on lui fait boire. Et cette potion, elle est à base de datura, qui est une plante terrible, très toxique, plante que j'aime bien, je la connais bien, on a beaucoup travaillé sur cette plante, je connais bien ses effets. Elle a deux effets. Premier effet, elle lève la catalepsie, donc le type se réveille. Mais le deuxième effet, c'est qu'elle abolit la mémoire. Donc le type ne sait plus du tout où il en est. Et les deux effets conjugués font qu'il est devenu un zombie. Il n'a plus de mémoire et surtout abolit la volonté. Avec la scopolamine, qui est la fameuse drogue que James Bond mettait en scène dans les films 007, le sérum de vérité, où on fait dire n'importe quoi à quelqu'un, on lui fait livrer ses secrets parce que sa volonté est abolie. C'est les trois effets du datura. Et donc il n'a plus de volonté, il n'a plus de mémoire, et on peut en faire ce qu'on veut. Alors on l'emmène dans une plantation à 800 km de là, et puis on a, c'est merveilleux, un type qui bosse comme une bête, que tout le monde croit mort, et c'est une bonne affaire. Et voilà ce que nous enseignent les compétences de ces sorciers. Ils en savent plus que nous. Et ceci nous invite évidemment à une grande modestie. Mais tout ceci, c'est les pratiques rituelles du vaudou. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi les pratiques thérapeutiques. Alors, vous ne serez pas étonné si je vous dis que je me suis surtout intéressé aux thérapies thérapeutiques. Et j'ai vu, toujours avec mon ami Verger, j'ai pu rencontrer le grand médecin des vaudous, non, le médecin-chef. C'était un noir qui habitait une case dans un petit village au bord de l'océan. On entendait le bruit des rouleaux qui sont très forts dans le golfe de Guinée. Alors nous avons passé toute une journée ensemble. Et très vite on s'est tutoyé, comme ça se passe d'habitude. Et Verger était là avec nous. Et il a voulu voir si moi j'y connaissais quelque chose aux plantes. Alors il m'a montré une plante, il m'a dit « Tu connais cette plante ?» Alors moi j'ai dit « Oui, je la connais, c'est le Revolfia vomitoria. » Ah oui, moi je ne l'appelle pas comme ça. J'ai dit « Oui, je m'en doute. » Alors il m'a donné le nom que j'ai vite noté naturellement, et il me dit « Tu sais à quoi elle sert ?» J'ai dit « Oui, elle sert à guérir les fous. » Oui, eh ben, il dit c'est vrai, c'est comme ça qu'on s'en sert. Déjà, mon grand-père, il l'utilisait déjà pour ça. Alors j'ai fait un calcul mental, ça se passait en 71. J'ai dit son grand-père, ça se passait donc forcément avant 51. Comme nous avons, nous, découvert cette pratique venant de l'Inde, cette fois-ci, en 51, et que nous en avons tiré le premier médicament de la schizophrénie, le premier médicament qui a marché. Avant, c'était les électrochocs et les camisoles de force. Alors, je me suis dit, donc, il connaissait
la thérapeutique de la schizophrénie avant nous. Avant nous. Nous qui sommes si fiers de nous. Eux savaient soigner les fous, mais nous pas. On continue à circuler, et puis je vois le fameux Natura. Alors j'ai dit, tu te sers du Natura? Il rigole. Il dit, oui, c'est avec ça qu'on fait les fous. C'était vrai. Et c'était connu partout, parce que j'avais trouvé la même chose en Afghanistan. Les guérisseurs afghans m'avaient déjà dit la même chose. Et c'est vrai que c'est terrible, c'est une plante terrible. Je fais une petite parenthèse, il y avait une jeune femme de Strasbourg qui était médecin et qui voulait travailler sur la thérapeutique vaudou. Je lui ai dit, écoutez, madame, n'allez pas seule. Hein. Pierre Verger n'était plus là, j'ai dit, je ne peux pas vous confier à lui, il n'est plus là, il est parti au Brésil. N'allez pas seule, c'est très dangereux. Alors, elle n'a pas écouté. Et un jour, un prof de médecine me téléphone de Strasbourg en me disant, il paraît que vous avez été travailler chez les vaudous. J'ai dit, un peu, oui. Et il me dit, nous avons ici une femme qui a été, et puis son mari nous l'a emmenée, et elle a perdu la tête. J'ai dit, oui, ça ne m'étonne pas. Alors, je dis, c'est qui? Alors, elle me donne le nom. Oui, je sais, oui, elle n'aurait pas dû y aller. Je lui ai dit de ne pas y aller. J'ai dit, il est comment? C'est effrayant. J'ai dit, oui. Oui, il a pris du Natura, donc elle n'a plus de mémoire. Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qu'on fait contre le Natura. C'est des peptides qui vont perdre la mémoire. Ça a été étudié par M. Ropart chez vous. Alors, vous voyez, M. Ropart, il voit M. Ropart, et puis ils me rappellent tous les deux, et puis ils me disent, on sait comment on perd la mémoire, on ne sait pas comment on la récupère. Alors, ils ont tout essayé, ils ont tâtonné, ils ont donné toutes sortes de thérapeutiques. Alors, elle a récupéré un peu, mais elle est restée handicapée, elle n'a pas récupéré. Donc, il savait tout ça, mon guérisseur du Bénin. On voit une autre plante, il me dit, celle-là. Ah, j'ai dit celle-là, c'est un purgatif. Oh, oui, moi je ne la prends pas trop comme purgatif. Moi. J'ai dit, ah oui, tu la prends pourquoi? Pour les plaies, pour la peau. Je la prends pour la peau. Alors je me dis, zut, alors moi je fais mon cours sur cette plante, c'est l'aloès. Je fais mon cours sur cette plante et je ne dis pas ça, comment ça se fait ça? Ah, et puis je réalise tout d'un coup que j'avais vu que les Russes utilisaient cette plante pour la peau. Alors j'ai dit donc, il sait ça, lui. Alors ça a très bien marché, et puis ça a donné l'aloe vera qui est à la mode, qui passe à la télé tous les soirs, que toute la cosmétologie a adopté maintenant, vous le savez bien. Puis il y a l'aloe ferox aussi, qui est aussi un aloès utilisé fortement en cosméto. Il le savait, lui. Mais à cette époque, en 71, on ne savait pas. Personne ne savait que l'aloe était un puissant médicament topique pour la peau. Alors je me suis dit, Bigre, il s'y connaît quand même très bien. Hein. Alors il m'a montré plein de plantes que je ne connaissais pas. Et puis il me dit, ça c'est pour ça. Et ça c'est pour ça. Ça. Il connaissait toutes les plantes. Alors Verger me dit, Jean-Marie, demandez-lui comment il sait tout ça. Alors j'ai dit, comment tu sais tout ça? Ah, me dit, c'est mon père, hein. Il dit, c'est mon père qui me dit tout ça. Alors Verger dit, son père est mort il y a 20 ans. Mais j'ai dit, comment ça qui te dit tout ça? Il me dit, il est mort. Oh, tu comprends rien. J'ai dit, pas trop, non. Alors Verger dit, allez, explique à Jean-Marie comment tu fais. Elle a dit, oui, je te l'explique, mais tu sais, je ne l'ai jamais expliqué à personne. Hein. Je vais te l'expliquer à toi. Je m'avais trouvé sympa. Moi, je l'avais trouvé sympa aussi. On avait sympathisé, donc, puisqu'on était sympa. Alors, moi, j'aime les gens, même s'ils sont fin fond de Cotonou, je les aime aussi. Alors, il dit, alors viens avec moi. Alors je pars avec lui, il va vers la mer, le bruit, la mer se rapproche, on arrive sur la plage, et pan, j'ai compris ce qui allait se passer. Je vois sur la plage cette belle herbe rampante sur le sable. Si vous avez été une seule fois sur les tropiques, vous l'avez forcément vue. Elle est sur toutes les plages des tropiques.
C'est une espèce de liseron qui court sur le sable. Et c'est un hypoméa, c'est un liseron. Et moi, je savais que ce liseron était utilisé au Mexique comme hallucinogène. Et je me dis, il va prendre ça. Là, il va vers le liseron, il prend les graines, il ouvre la petite capsule, il sort les graines. Tu vois, ça, c'est les graines. Quand je mange les graines, je vois ce qui fait trembler la mer. Et alors, je parle avec mon père. Je réponds timidement. Il te répond, bah oui, puisque je lui parle. Et alors, on discute sur la plante qu'il faut utiliser quand le malade est là. Tu sais, ça ne le fait que pour les grands malades, ça. Pas les petits malades, c'est pas la peine. Mais quand c'est un difficile, je fais comme ça. Alors, avec mon père, on parle tous les deux. Puis, on décide ce qu'on va prendre comme plante. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah, il me dit, oui, mais toi, tu apprends ça bêtement dans les livres. Moi, je n'ai pas besoin de livres. Et toi, tu crois qu'il faut que tu retiennes les choses. Moi, je n'ai pas besoin de retenir du tout. Quand je ne sais pas, on discute avec papa. Vous comprenez, vous sortez de là, stupéfait. Et quand vous rentrez dans l'amphi devant vos 200 étudiants, vous vous dites, mes pauvres enfants, si vous saviez combien on est nuls tous ensemble. Ce sont des expériences très fortes et extrêmement importantes parce que ça montre que votre propre enseignement est à revoir. Naturellement, quand je faisais le cours sur les hallucinogènes, je disais, comme tous mes collègues, comme je les suspecte de dire encore aujourd'hui, il n'y a pas d'hallucinogènes en Afrique. Dans tous les bouquins, vous lirez ça. Il n'y a pas d'hallucinogènes. Ben, c'est pas vrai. La preuve, c'est que moi, je les ai vus. Donc, il y a des hallucinogènes en Afrique. Ensuite, je faisais le cours de l'iboga. L'iboga, c'est une plante du Gabon. Ben, ça, c'est extraordinaire. Dans tous les livres de plantes médicinales que j'avais utilisés pour la grecque, il était dit que l'iboga était un tonique. Dans aucun livre, il n'était écrit que l'iboga était au centre d'un culte rituel au Gabon, très important, disons, de thérapie psychique et d'initiation. Il y avait aussi des pratiques initiatiques tournant autour de cette plante au Gabon. Nous ne le savions pas. Mais nous ne le savions pas parce que nous étions des pharmaciens. Et les ethnologues qui, eux, le savaient, ne savaient pas que dans la plante, il y avait telle substance. Parce que les sciences sont séparées par des murs énormes qui séparent les disciplines. Et ce qu'on sait dans une discipline, on ne sait pas dans l'autre. Alors, quand j'ai fait le cours sur l'iboga, j'ai expliqué aussi toutes ces pratiques. Et donc, nous faisions de l'ethnopharmacologie. Et c'est comme ça que nous avons relancé l'ethnopharmacologie à l'Institut et qu'actuellement, nous travaillons beaucoup avec des guérisseurs un peu partout dans le monde. Et puis tous les ans, au mois de septembre, nous recevons une trentaine de stagiaires qui viennent une semaine ou deux, la plupart d'Afrique d'ailleurs, et nous mettons en commun tout ça. Les Africains disent ce qu'ils savent, nous disons ce que nous savons, nous essayons de faire des synthèses, de rapprocher les points de vue, avec de notre part une grande modestie, ce qui n'est pas d'habitude l'approche ordinaire qu'un occidental a pour le reste du monde. N'est-ce pas? Nous sommes terriblement arrogants. Nous pensons que nous sommes les meilleurs, qu'il n'y a que nous qui sommes intelligents, qu'il n'y a que des crétins, que le monde entier est peuplé de crétins et que nous sommes très bien. Mais cette vision du monde, je ne l'ai plus aujourd'hui. Parce que ces expériences successives, j'en ai fait d'autres aussi, m'ont montré qu'il y a un réel savoir et que nous ne sommes pas, équipés pour rentrer dans d'autres modes de pensée totalement différents des nôtres. Et il y a chez eux souvent des pratiques qui nous stupéfient. Et en Afrique, en tout cas, une capacité extraordinaire d'utiliser les plantes que nous appelons dans la profession héroïques, c'est-à-dire extrêmement actifs. C'est le contraire de la tisane. C'est des plantes qui vous envoient au ciel en moins de temps qu'il faut pas dire ouf. Une autre histoire qui me revient, qui est intéressante. Mon ami était donc le directeur de l'agence France Presse pour 4 pays d'Afrique. Alors il avait été
invité à l'ambassade de France parce qu'il y avait un ingénieur français, X-Pont, donc le génie, Polytechnique et École des Ponts, qui venait pour faire un pont. Et alors, il a été invité par l'ambassadeur, évidemment, et par le ministre de l'équipement du Togo, ça se passait au Togo cette fois-ci. Et puis il a fanfaronné pendant ce repas en expliquant qu'il était très intelligent et que les Noirs n'étaient pas trop intelligents. Alors mon copain Wetzel, Jean-Marie, lui fait passer un petit papier où il a marqué « Pour l'amour de Dieu, taisez-vous, vous allez avoir des gros ennuis ». Bon, il a continué, l'idiot. Seulement voilà, dans sa chambre d'hôtel le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Alors on a été voir d'écho agiture, de quoi s'agissait-il? Et il y avait une petite lettre sur la table de nuit où était marqué que la prochaine fois on augmenterait la dose et il ne se réveillerait pas pour lire la lettre. Ils l'ont empoisonné à table. Ils l'ont empoisonné tout de suite. Et Jean-Marie savait qui l'avait empoisonné. Alors l'astuce ici, c'est le verre. C'est le poison est sous l'ongle et on passe l'ongle sur le verre. Il y a juste la dose qu'il faut pour qu'il ne meure pas, mais qu'il ait un sacré coup. Il est rentré en France tout de suite. Et ce sont d'autres gens qui ont fait le fameux pont. C'est ça, vous voyez. Donc, tout ça nous appelle à beaucoup de modestie. Alors, en thérapeutique, il y a deux approches, deux manières de voir le monde du médicament. Il y a la nôtre, celle du ministère, pas celle des médecines alternatives, de la médecine moderne, conventionnelle. Alors ici, eh bien, on utilise une molécule, qui peut venir éventuellement d'une plante,